Bonjour à tous, ici Lynn, votre animatrice. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonsoir Alain. Bonsoir. Je suis très heureuse de t'accueillir à l'émission Un jour à la fois. Oh, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse la parole immédiatement. D'accord. Donc, moi, mon nom, c'est Alain. Je suis un alcoolique. Mais la maladie, c'est, comment je pourrais dire, manifestée aussi dans d'autres secteurs. Je vais vous en parler un peu plus tôt. Pour commencer, j'ai beaucoup de gratitude envers le mouvement parce que moi, c'est ce qui qui a littéralement sauvé ma vie, qui m'a amené vers d'un bas-fond à ce que je suis aujourd'hui, une personne qui est bien, qui est libre. Ça va pas toujours bien tous les jours, mais non, moi, j'ai des outils pour passer au travers. Donc, j'ai des gens, je suis entouré de gens, donc jamais seul. C'est une belle promesse qui s'est réalisée dès le premier meeting que j'ai assisté. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler un peu d'où je viens. Donc, moi, j'ai grandi dans le quartier Rosemont, pas loin d'ici. Ça me fait drôle de venir ici à l'enregistrement parce que j'ai beaucoup de souvenirs dans le coin. Puis moi, j'étais un pas pareil dans le sens que j'étais un enfant différent. Je suis né dans les années 60, d'une famille normale pour l'époque, là, qui élève des enfants, puis qui font ce qu'ils peuvent. Puis moi, mes parents ne se sont jamais divorcés, tout ça, donc c'était un milieu qui était relativement stable. Chez moi, mon père est un alcoolique abstinent qui arrêtait de boire avant que je vienne au monde. Donc, je n'ai jamais connu de période de pauvreté, sauf qu'il ne faisait pas de meeting. Puis c'est un homme qui ne parlait pas, il était silencieux. J'ai eu un père physique, mais qui n'était pas là, qui ne prenait pas sa place. Il était derrière son journal, puis achète-moi pas, va voir ta mère. Comme probablement beaucoup de pères là, de cette génération-là. Ma mère, mais elle, c'était une outre-mangeuse. Elle, l'alcool, il n'y en avait pas. D'ailleurs, mon père, en étant abstinent, il y en avait très peu, sauf pour la visite. C'est ça. Puis du côté de ma mère, c'est des gens qui mangeaient beaucoup, diabétiques, tout ça, puis faisaient pas attention, mais étaient très joyeux. Là. Du côté de mon père, il y avait des alcooliques. Pas tous, mais il y avait des alcooliques. Donc, l'alcool était mal vu, donc ce qui fait que moi, j'ai dit, l'alcool, c'est pas terrible. Par contre, ceux qui bouffaient, j'ai trouvé plus le fun, puis c'était comme culturel chez nous, il fallait tuer ton assiette, tout ça. Je vais faire une petite parenthèse parce que moi, ça a passé ma première fraternité. J'ai connu le mode de vie par une autre fraternité qui est Outre-Mangeurs Anonymes, dont je fais partie encore. Mais l'alcool est venu tard, l'alcoolisme est venu plus tard dans ma vie. Donc, moi, je suis un enfant qui ne parle pas, qui a un retard langagier, qui n'interagit pas avec les autres. Ensuite de ça, je suis... comment je pourrais dire? Moi, j'étais sur mon ex seulement dans ma chambre. J'étais pas social. J'ai commencé à parler vers 3 ans et demi, 4 ans. Par contre, je savais écrire à 3 ans. Fait que mes parents se demandaient, puis même un petit peu plus tard, les psychologues sont passés sur moi en me disant qu'il y a un blocage non identifié. Ce blocage a été identifié à 45 ans. Ils ont mis un mot dessus, ça s'appelle le syndrome d'Asperger léger. Donc, mémoire extraordinaire, premier de classe à l'école, sauf qu'à j'avais de l'air à pas suivre, mais par contre, je catchais tout. Mémoire, je pouvais revenir un texte, les doigts dans le nez, ça m'a servi beaucoup dans mes études aussi.
Donc, souvent victime aussi, parce que où est-ce qu'il y a des moutons, il y a des loups souvent, fait que j'étais souvent victime. Fait que moi, je jouais pas dehors, j'étais toujours dans ma chambre. J'ai sorti de ma chambre à 16 ans à un moment donné, clac. Je me suis fait quelques amis, j'ai essayé d'épouser un peu les normes de l'époque, cheveux longs et autres, là, on parle des années 70. Puis, sauf que, puis ma première expérience avec une substance a été le pot. Quand j'ai essayé ça, j'ai senti un bien-être intérieur. C'est là que je me suis aperçu que je n'étais pas bien dans ma peau. Je pensais que tout le monde était comme ça, que la tête roulait ou quoi que ce soit, puis mon incapacité à composer avec les autres. Mais là, je suis tombé bien. Sauf que j'avais tellement peur de ma mère que j'ai pas pris cette direction-là. Puis comme je n'étais pas très social, ben, je me suis gardé dans les études. J'ai gradué, puis je suis devenu nanothérapeute à 24 ans. Puis, j'ai travaillé en malade. Tout était en excès. Je me gâchais dans le travail. J'ai fait mon premier burn-out à 27 ans. Puis, ils m'ont dit, il faut que tu t'amuses un peu. Fait que là, pour m'amuser, ben, je voyais mon frère, ma soeur, ben, je me suis mis à sortir un peu. Mais encore là, c'était pas un problème. Moi, j'avais ce vide-là. Par contre, je le remplissais, moi, beaucoup. Faut que j'en parle, je suis désolé, avec la bouffe. Par contre, j'avais des complexes parce que je voulais, les filles, je voulais les approcher, mais je m'aimais pas parce que j'étais grossouillet. Fait que là, c'était les régimes en graisse maigrie, jusqu'à temps que mon métabolisme, à force d'avoir tout essayé les diètes puis les affaires, ben, j'ai monté à un poids astronomique de 435, qui m'a amené à consulter. J'ai vu un médecin spécialiste pour une opération, pour un bypass qu'on appelle. Et il m'a dit, il ne faut plus que tu t'engraisses, sinon tu ne seras pas opérable. Donc, moi, ma solution, c'était de voir, je savais que ça existait, j'avais cherché un peu dans le temps de Nalbotin, là, on parle, là, ça fait longtemps, ça fait 25 ans. J'ai trouvé Outre-Jeu Mangeur Anonyme. J'ai commencé à faire cette fraternité-là, mais en faisant de la chaise. Néanmoins, ils ont quand même semé la graine, parce que c'est le mode de vie pareil, c'est la même chose, sauf que dans ce cas-ci, c'est les mêmes étapes. Au lieu du mot alcool, c'est le mot compulsion alimentaire. J'ai fini par être opéré, j'ai perdu le poids en trop, je suis guéri, puis là, je me suis mis à sortir. Par contre, comme je viens de compter, j'ai de la misère avec les humains. Approcher, les femmes aussi, ou quoi que ce soit, c'était difficile pour moi. Fait que l'alcool, même si je sortais avant, puis c'était 2, mais là, ça s'est mis à augmenter. Du coup, j'ai atteint le poids. Puis, progressivement, sur une quinzaine d'années, c'est devenu de plus en plus. La consommation a augmenté. Le nombre de jours aussi, c'était plus le week-end, les jeudis, les vendredis. Puis après ça, ben, le nombre de consommation s'est mis à augmenter progressivement. Puis encore là, je voyais pas que j'avais un problème. Moi, je me disais, je le mérite, je travaille fort, puis m'en va boire. Et quand j'étais sous alcool, mon anxiété sociale que j'avais disparaissait. Sauf que je n'étais pas vraiment plus compétent socialement, par contre. Parce que, avec la condition que j'ai, j'étais, mettons, je pouvais interrompre des discussions ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai jamais eu de problème, une chance, là, mais néanmoins, c'était pas agréable. Fait que c'est un peu plus tard, puis ma consommation est devenue plus grande. Mais par contre, la semaine, quand je travaillais, mes patients, c'était important pour moi. Fait que je buvais pas la semaine ou quand je travaillais. Mais par contre, dès que le congé arrivait, là, ça partait. Puis prendre 2 bières, là, ou 2 verres de vin, moi, c'était le vin. J'en prenais un, même je disais, j'en prendre 2, puis le 3e, puis le 4e, puis ça partait. Donc, déjà, là, il y avait une problématique à ce moment-là. À mon travail, sauf que je m'appétais tellement fort les fins de semaine que la semaine, même si je buvais pas, ça me prenait 3 jours. Je commençais à avoir des troubles de concentration au travail. J'ai des vies entre les mains, tout ça. Fait que là, ils m'ont comme invité à dire, ben garde, ça fait plus l'affaire. Donc, j'ai dû quitter l'emploi que j'aimais pour faire d'autres choses, toujours dans la même profession. J'étais allé au privé. Ça, je l'ai mal pris. J'ai fait une dépression puis une psychose par la suite. J'ai été 8 mois arrêté. J'ai pas bu dans ce temps-là. Mais par contre, après 8 mois, j'ai fait une fuite géographique. J'ai travaillé dans le privé à Québec. Et c'est là que j'ai passé du mode concombre à cornichon. Parce que là, j'étais tout seul, les briques n'étaient plus là. C'était bien la petite job que j'avais, sauf que j'étais comme en mode touriste, là.
Puis j'avais pas personne de famille ou quoi que ce soit. Fait que je pouvais faire ce que je voulais. Ça a vraiment augmenté. C'était plus rien que là, le samedi ou le vendredi. Là, ça peut être aux 2 jours. Donc, là, à ce moment-là, là aussi, là, quand ça devient problématique, problème économique, parce que je bois beaucoup, donc pas d'argent pour manger. Là, j'étais plus gros. Là, j'étais gros comme un piquette, là, parce que je mangeais plus. J'étais vert. Mais encore là, c'est là que, à un moment donné, je tombe en maladie, ils me font voir un psychologue, et c'est là que le diagnostic du syndrome Asperger est apparu. Donc, mais encore là, je n'ai pas allumé à savoir que ma consommation était problématique. Moi, je m'amusais. Sauf que là, par la suite, je suis revenu ici, dans la région montréalaise. Puis, je suis retourné dans la ville où je vivais, là, j'étais rentré en banlieue. J'avais vécu quelques années là, puis j'avais eu bien du fun, mais à l'époque, là, tout le monde avec qui j'ai eu du fun, il n'était plus là. Eux autres, les gens normaux, ils ont fait leur vie, tout ça. Mais je voulais revivre ces années-là. J'avais de la nostalgie de ces années-là. De ma vie heureuse, faussement heureuse, hein? Maintenant, je le sais. Puis, mais là, ça allait pas bien, dans le sens que je buvais, personne ne voulait me parler. Puis, comment je pouvais dire, là, j'étais rendu que je parlais tout seul, j'étais bizarre, on me mettait dehors souvent, pas parce que j'étais désagréable, mais je veux dire, ça me trouvait spécial un peu, là, pas mal bizarre. Puis là, il a fallu que... Puis à un moment donné, il est arrivé un événement, ma mère est décédée en 2018, un an avant que j'arrête de boire. On va s'arrêter pour une courte pause, puis on va revenir avec ta maman un an avant que tu arrêtes de boire. Parfait, merci. Merci, Alain. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je suis Lynn, votre animatrice, en compagnie de Alain, notre invité. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Réflexions quotidiennes et choisi par notre invité. C'est la page 42, la date est le 3 février. Remplir le vide. Nous n'avions qu'une petite question à nous poser. Est-ce que je crois ou veux croire en l'existence d'une puissance supérieure à moi-même? Aussitôt qu'un homme peut affirmer qu'il croit ou qu'il veut bien essayer de croire, pour nous, il se trouve incontestablement sur la bonne voie. C'est tiré du livre Les alcooliques anonymes, page 53. L'étude des principes scientifiques m'a toujours fascinée. Poursuivant la connaissance absolue, je me suis éloignée des gens émotivement et physiquement. Dieu et la spiritualité n'étaient que pure spéculation dénuée de sens. J'étais un homme de science moderne et la connaissance était ma puissance supérieure. Exprimée dans les équations appropriées, la vie n'était guère plus qu'un autre problème à résoudre. Pourtant, mon moi intérieur se mourait de la solution qu'avait adoptée l'homme que j'étais à l'extérieur pour régler les problèmes de la vie, car cette solution était l'alcool. Malgré mon intelligence, l'alcool était devenu ma puissance supérieure. Ce n'est que grâce à l'amour inconditionnel qui émanait des membres et des groupes AA que j'ai pu écarter l'alcool comme puissance supérieure. Le grand vide était rempli. Je n'étais plus seule, séparée de la vie. J'avais trouvé une vraie puissance supérieure. J'avais trouvé l'amour de Dieu. Il n'y a plus qu'une équation qui compte pour moi désormais. Dieu est dans les arts. Oh, j'adore cette lecture. Merci beaucoup d'avoir choisi cette lecture. Je te cède la parole. Tu peux continuer. Ça me parlait beaucoup parce que remplir le vide, c'est ce que j'ai fait. C'est la lecture d'aujourd'hui. Quand je l'ai lu ce matin, j'ai dit, mon loup, ça me parle. Puis ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la nourriture. Puis après, j'ai essayé de remplir avec l'alcool. C'est un grand mal-être de notre maladie qui est la base, là.
qui nous amène un peu partout. Là. C'est tous les comportements compulsifs. Ils vont se promener. La maladie, elle se promène, elle cherche des fissures, là, peu importe. Là, c'est très insidieux. Même quand tu penses en correct, là, oups, là, il arrive quelque chose. Fait que je vais revenir à où j'en étais rendu. Donc, un an avant quand ma mère est décédée, un an avant que je rentre dans les arts. À un moment donné, après une cuite, moi, c'est drôle, j'étais malade le lendemain, je voyais des filets rouges, puis la maladie est tellement forte, puis je viens du milieu de la santé, que ça me dit « Ah non, c'est le vin, ça, c'est le restant. » Mais sauf que ça faisait 3 jours qu'il y avait des petits filets rouges comme ça, mais encore là, gros déni, ça, c'est le premier gros symptôme de la maladie, le déni. Mes selles étaient, excusez-moi le mot, là, mais c'était comme du charbon de bois. Mais encore là, puis là, essoufflé en faisant un marchant, puis je me disais, oh, je suis pas en forme, il faut que je fasse du sport. Là, puis là, que j'arrive au travail, puis là, on a une présentation, c'est une réunion, puis on est rendu le mercredi. Puis après la présentation, c'était. La salle était fermée, puis c'était une présentation. La lumière elle me regarde, elle dit, tu t'en vas chez vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit rien, t'es quand même couleur que le mur, tu t'en vas chez toi. Je dis, OK. Fait que je m'en vais chez nous. Je faisais un deuxième. Je suis essoufflé comme le Moses. Puis là, j'appelle, oui, je suis rendu à la maison. Elle dit, là, va voir ton médecin parce qu'elle dit, c'est pas normal, là. Fait que, c'est correct. Fait que moi, j'appelle mon médecin. Moi, j'ai un médecin au privé, donc je peux avoir des rendez-vous la semaine, mais elle n'était pas disponible. Donc, j'ai dit, bon, je me rends à l'hôpital. Fait que je me rends à l'hôpital Pierre-Boucher. Puis là, je compte à l'infirmière, puis elle me regarde, elle dit, oui, elle dit, si j'avais pas une bonne mine, tout ça. Fait qu'elle dit, allez vous asseoir, on va vous appeler. Puis là, je texte à ma patronne, comme le coup, ben là, je suis à l'urgence, là, parce que mon médecin n'était pas disponible. J'ai pas le temps de finir mon message, il m'appelle. Mon dos. Fait que là, c'est l'infirmière, elle ouvre son dossier, tout ça. Puis elle dit, on va prendre une prise de sang. Puis après ça, attendez, le médecin va venir vous voir. Puis encore là, je me dis, ça va prendre, c'est à l'urgence. Je finis mon message. J'ai juste eu le temps de l'envoyer. On m'appelle. Je dis, hey, c'est le système de santé, il va bien. T'as la barouette, on passe vite. Fait que j'arrive à le médecin, il arrive en trombe, il me regarde. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je raconte l'histoire. Puis il dit, garde, là, on a pris une prise de sang, là, ton taux d'hémoglobine est à 50 %. Une journée de plus, tu mourrais. Puis là, tu sors pas de ça, tu te regardes, puis il m'a mis 2 transfusions de sang. Fait que ça reste comme ça. Puis là, j'ai eu 2 transfusions de sang, ça s'est replacé, c'était pas si pire. Puis là, le médecin, après ça, il est venu me demander l'alcool, combien vous buvez? Oh! Avec l'honnêteté que j'avais à l'époque, j'ai dit, j'en prends juste 3. En réalité, c'est 3 litres que je prenais. J'ai pas dit c'était quoi que je buvais, là, mais c'était ça. Fait que, le médecin dit, OK, on vous donne congé, mais soyez prudent, il faut boire raisonnablement. Dire ça à un alcoolique raisonnablement, là, ça fait pas partie trop de notre culture. Mais je savais pas encore, je n'avais pas admis. Mais je savais que je me disais, bon, je suis capable de faire ça, moi. Fait que ça a duré 2 semaines, mais après ça, le raisonnable, 2 semaines après, c'est fini, ça est reparti. Donc, 1 an plus tard, on me met en arrêt de travail parce que je suis en épuisement professionnel encore une fois, pour la énième fois. On me met sur des médicaments contre l'anxiété. Boire dépression aussi, c'était la dépression majeure. Et on me dit, il ne faut plus que tu boives. Mais sur le coup, j'ai dit, je suis capable, moi, d'arrêter. C'est là que je me suis aperçu que j'avais un problème. L'obsession était là. J'étais tout seul chez nous. Puis j'habitais pas loin de l'épicerie. Puis entre les deux, il y avait le resto où je commençais mes cuites, là, 5 à 7. Là. Puis après ça, ça finissait un peu partout. J'ai dit non, il ne faut pas que j'aille là parce que c'est sûr que je vais bifurquer. Je me connaissais, là. C'était rendu là, comme ça. Fait que je faisais ma commande d'épicerie par Internet. La faire livrer pour pas passer devant, là. J'étais rendu comme ça, là. J'ai été 28 jours sur mes propres breaks à moi, là. Sauf qu'il y a eu un retour au travail par la suite. Puis là, j'étais avec un collègue. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? C'est un vendredi. Il dit, moi, je vais prendre un souper avec ma blonde, puis je vais prendre une bouteille de vin. J'ai dit, c'est une bonne idée, ça. Puis je suis bon, 28 jours. Ça va bien. Fait que je me suis rendu dans un restaurant. J'ai bu un verre. Puis un deuxième assez rapidement. Puis je bois vite. Et un troisième par la suite. Et je me suis endormi. Parce que quand tu prends des médicaments, tu bois, c'est un effet secondaire. Fait que les autres sont venus me voir, m'ont réveillé. J'ai toujours travaillé, j'ai pris mon auto, je suis parti.
Eux, ils m'ont vu arriver souvent, là, très amaché, ce restaurant-là. Fait qu'ils ont appelé la police. Fait que j'ai eu 2 anges. Je les appelle 2 anges, parce que c'est vraiment 2 anges qui sont venus me chercher chez moi. La loi devait passer, ils pouvaient venir nous chercher à la maison. Ils m'ont amené au poste, m'ont fait toucher dans la balloune et j'ai pété la balloune un petit peu. Parce que le médicament ralentit le métabolisme de l'alcool, l'antidépresseur, et c'est pour ça que j'ai pété une balloune. C'est drôle, j'ai pété une balloune, je me suis fait arrêter au moment où pourtant j'ai conduit avant en état d'ébriété, puis je me suis jamais fait pogner, mais cette fois-là, j'étais comme le plus raisonnable, puis c'est là que j'ai été... Fait que quand t'es dû, t'es dû. C'est drôle parce que quand les policiers sont venus me reconduire chez moi, je les ai remerciés, parce que là, j'ai su que j'avais vraiment un problème. Fait que, on est le vendredi le 25 avril. Le lendemain, on est le samedi. Je suis chez nous. Je m'en veux. Je me traite de tous les noms. Je me suis donné une volée psychologique. T'es un épais, regarde. Fait que tu le savais, si tu prenais ton auto, tu te faisais pogner ou quoi que ce soit. Sans savoir qu'il fallait que je fasse ça, je me suis mis à genoux. J'ai dit, regarde, je vais tout essayer. Là. J'ai parlé à ma puissance supérieure, à Dieu, à l'époque. Je le voyais comme un bonhomme en haut, là. J'ai dit, je me mets entre les mains complètement, moi, je ne sais plus quoi faire. Tout de suite, il y a eu comme la boule que j'avais au fond, c'est venu chaud, ça a fondu, c'est venu chaud, je me suis endormi. Et le lendemain, on était le dimanche, il y avait un meeting à Boucherville, je me suis rendu là. Que je rentre là, j'étais gêné. Puis moi, j'avais une idée des meetings. Là, c'est au cinéma, là, quand on regarde ça, là, c'est des salles, puis tous des déprimés assis en rond, là, qui broient leur vie. Puis la salle est pas belle, là. Puis, tandis que j'arrive à Boucherville, si vous allez le dimanche matin, c'est un très beau meeting. C'est une salle de réception. Les gens sont très bien vêtus. Ça rit, ça a du fun. Je rentre là, puis je sens une chaleur, une énergie spéciale, là. C'est la première fois que je sens ça. Dans un groupe. Moi, habituellement, je fais de l'anxiété. Je m'assis, je ne fais plus d'anxiété avec des gens. Wow, c'est quoi qui se passe? J'écoute le partage. C'est un bonhomme, il s'appelait Jean-Pierre. Il avait un chandail jaune poussin. Ça pétait, ça, dans la face. C'était à barouette à matin. Puis il était drôle. C'est la première fois que je me suis mis à rire. C'est la première fois que je riais depuis un mois. Je suis supposé être en dépression. Moi, je suis rentré là, j'étais en dessous en dessous de l'escalier, en dessous du plancher. Puis quand ils ont fait l'accueil du nouveau, j'étais trop gêné pour me lever. Puis un vieux monsieur qui m'a vu rentrer, il savait qu'il le savait quand t'es nouveau. Puis c'est un vieux membre. Puis il est venu me prendre par la main. Il dit, hey, t'es nouveau, toi? Viens, ici. Fait que là, il m'a donné un livre, il m'a donné mon enveloppe, puis il m'a donné le numéro de téléphone, il dit, appelle-moi. Puis c'est rouge, je vais encore à Sainte-Julie, Réal, qui était mon premier parrain, en fait. Puis là, je sors de là, je me sens bien. Je dis, wow, j'ai pris aucune pilule qui faisait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je n'ai plus soif. Plus d'obsession. J'ai plus envie d'aller au resto. J'ai plus peur de passer devant. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une grâce. Je n'ai pas bu depuis, d'ailleurs. Ça va faire 7 ans le 26 avril. On va calculer le 26 avril comme étant ma date que je n'ai pas bu cette journée-là. Mais par contre, c'est sûr que la situation, j'étais gêné, j'avais été arrêté, il y avait tout mon auto, puis là, j'avais peur de ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis tout ça. Fait que j'ai appelé ce monsieur-là. Je dis, quand je t'appelle, juste parce que je fais de l'anxiété, je me dis de t'appeler. Il dit, ton auto est étouée. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, je peux venir la chercher parce que j'ai pas pété la ballonne. Puis je dis, il n'y a pas de problème, je vais y aller avec toi, puis je vais appeler un ami, puis on va y aller. Ah, tu me connais pas, comment ça se fait que. Il dit, c'est ça, hein, on vient aider, on est le nouveau. Fait qu'ils sont venus, on a trouvé l'auto. Ils ont été chercher l'auto à la fourrière, on l'a ramené à la maison. C'est devenu mon premier parrain. On a fait les étapes 1, 2, 3. Puis là, rendu à 4, il dit, attends. Il dit, surfe là-dessus, là. Mais. Fait que c'est ça. Quelle belle manifestation de Dieu. Ouais. Moi, j'appelle ça des manifestations de Dieu. Ouais, hein? Miracle. Il y en a eu d'autres par après. Miracle, t'as perdu la soif, ça t'a été arraché comme c'est écrit dans le gros livre. Ouais. Wow. Puis jamais revenu. Wow. C'est magnifique. On va s'arrêter pour une courte pause. On revient tout de suite après. Merci, Alain. Excuse. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête
un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Alain. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafois-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter, n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. unjouralafois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Alors, on va continuer ton beau message. D'accord. Fait que là, j'étais rendu que je suis rentré dans le mouvement. C'est ça, avec Réal, mon parrain de l'époque. Là, on a fait 1, 2, 3. Et moi, quand je suis rentré, j'ai eu un beau Pink Cloud, mais qui a duré 3 ans. Peut-être à cause de la pandémie, je ne sais pas. Là. Dans la première année, on est rentré, puis là, j'ai comme paniqué un peu, parce que là, moi, je faisais du meeting beaucoup au début. Puis là, on ne pouvait pas en faire. Qu'est-ce qui se passe? Fait que... Puis Zoom, j'ai essayé une couple de fois, c'était pas. Mais par contre, j'avais un ami membre, on se voyait tous les jours, on se parlait. Puis on disait que 2 membres, puis du café, c'est un meeting. Puis je faisais beaucoup de littérature. Puis je suis tombé bien. Mais il faut dire que, avec la condition que j'ai, qui est Asperger, qu'on a de la misère avec les gens, être seul, c'est pas un problème pour moi. Fait que, contrairement à bien du monde, un coup qu'on dit que les poussières ont retombé, tout ça, puis de sortir de mon condo à Sainte-Julie, à l'époque, j'étais à Sainte-Julie au 6e, là, puis de voir d'entendre les oiseaux, on n'entend plus l'autoroute. J'ai trouvé ça, j'étais bien, je suis tombé bien chez moi. J'avais plus besoin de sortir de chez moi. Là, j'ai commencé à apprendre à savourer d'être chez moi, puis c'est plus devenu une fuite. Je fuyais plus ma solitude ou essayer de fitter avec les autres. Là, j'ai dit au moins, quand tu es Asperger, tu te sens seul parmi les autres parce que tu ne connectes pas. Tandis que là, j'étais seul vraiment. Fait que celle-là, elle fait moins mal, cette solitude-là, mais elle est devenue heureuse. Puis c'est là que j'ai rentré plus dans la littérature, puis c'est ça qui m'a aidé beaucoup pendant cette période-là. Mais à un moment donné, ça a pris fin, les meetings ont recommencé, puis là, j'ai un ami qui m'a appelé, mon meilleur ami, que je vois encore aujourd'hui, là, on se suit tout le temps. Là. Puis là, on a reparti des meetings, puis là, je me suis mis à prendre plein de jobs, là, en alcoolique. Là, je vais sauver comme j'essayais de sauver l'hôpital dans le temps, là, je couchais là à la nuit, là, un peu vrai fou, là. Fait que je me suis pris plein de jobs, puis après 2 ans, ben là, je me suis épuisé. J'ai tombé une autre dépression. Puis là, je comprenais pas. Pourtant, je m'implique, je devrais me rétablir. Puis là, mais là, c'est parce que jusqu'à temps j'assiste à un meeting où il y a un vieux membre qui a dit qu'il avait fait une dépression après 2 ans, mais parce qu'il se garochait partout. Fait que là, j'ai compris que j'ai dit, OK. Là, je fais du meeting comme un vrai alcoolique, là, en excès. Fait que j'ai lâché des jobs, puis je me suis tenu à une implication à un seul groupe. Puis ça s'est replacé. Mettre de l'équilibre, pour nous, on ne connaît pas ça. Fait qu'on va travailler en excès, on va manger en excès, on va dépenser à l'excès. Ça aussi, dans la pandémie, Madame Amazon, elle s'est fait aller pas mal. J'ai dépensé à l'excès. Donc, regardez, fait que c'est ça. À un moment donné, il m'a eu le temps de faire ma carte, mais j'avais de la misère à prendre le crayon. Juste l'idée de prendre le crayon puis écrire là-dessus de tout. Aller chercher dans mon passé toutes les choses qui traînaient. C'était dur pour moi. Puis un vieux membre m'a dit, parce que ta 3e n'est pas complètement... on les fait jamais complètement, mais elle n'est pas assez loin de ta 3e, parce qu'il faut que tu aies confiance en Dieu pour le faire. Parce qu'il dit, oui, la 2e, tu en as une puissance, mais qu'est-ce que cette puissance-là peut faire pour toi? Fait que j'ai demandé, fais-moi sentir. Puis moi, ce qui m'a fait... parce que ma perception de la puissance supérieure a modifié du bonhomme qui punit en haut là, à une entité que je sens partout, un peu comme dans les meetings partout. Puis comment ça s'est fait? À un moment donné, je suis tombé sur un texte d'un philosophe qui s'appelle Spinoza.
C'est Einstein qui avait répondu, il avait demandé s'il croyait en Dieu. Il dit, moi, je crois au Dieu de Spinoza. Puis lui, il explique, il dit le bout de texte est un peu long, je ne vous le dirai pas tout complet. Il dit, bon, ben, cherche-moi pas dans des églises ou dans des textes, cherche-moi dans les yeux d'un enfant, dans le coucher de soleil, quoi que ce soit, tout ce qui rend beau, tout ce qui rend heureux. Il dit, si Dieu existait, il dirait, je veux pas que tu croies en moi, je veux que tu me sentes. Ça m'avait... OK. Fait que j'attendais pas des signes, quoi que ce soit, il fallait que je le sente. Puis le moment j'ai demandé, je veux te sentir en moi. Puis, mais lui, quand il demande de quoi, là, ça se peut que lui choisisse une façon assez spéciale pour le sentir. Et moi, c'est dans la souffrance que j'ai appris qu'il peut faire de quoi pour moi. Quelque temps après, je vais chez un de mes amis, je vais manger là, c'est un peu épicé. Là, j'ai mal au ventre. Je me rends à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, où c'est pas loin, puis il est à Saint-Hilaire, où j'habite présentement maintenant. Puis, eux, ils me disent, après une journée, ils m'ont dit, c'est une crise de foie, retournez chez vous, puis prenez les Tylenol. Je retourne chez moi à Sainte-Julie, je prends les Tylenol, mais là, j'en mange comme des bonbons, ça monte en excès. Je rappelle l'ambulance, m'amène à Pierre Boucher. Pierre Boucher, il dit non. Il dit, vous êtes trop souffrant, c'est pas une crise de foie, c'est d'autres choses, on va chercher. Puis j'avais trop pris de Tylenol, là, il ne pouvait plus rien me donner pour la douleur, donc je souffrais. J'étais en souffrance, j'étais à l'urgence, j'avais aucune posture. Je me criais, je me lamentais, l'infirmière ne savait plus quoi faire, elle m'en est à part. Puis à un moment donné, je sens qu'il y a un plancher en terrasse d'eau froid, peut-être ça me fait du bien, je me mets à genoux, puis en me mettant à genoux, je me dis, hey, là, si c'est vrai que tu existes, là. Viens me chercher parce que la bande va sauter. C'est ça, là? OK, je l'accepte. Viens me chercher. Je suis prêt. Si tu veux, je meurs. Ouais. On va mourir. Viens me chercher. Je lâche le... Soit tu viens me chercher ou tu m'enlèves ma douleur. Je l'ai confronté de même. Que ta volonté soit faite. Puis là, en disant que ta volonté soit faite, il y a une voix intérieure qui monte, ça fait « fais confiance ». Puis là, j'ai mal, puis ça me dit « assis-toi ». Je m'assis dans la grosse chaise à côté du lit. En m'assisant, je sens une espèce de faisceau lumineux qui descend. Ben, je dis qu'il est lumineux, mais chaud, comme de l'énergie, jusque dans mon ventre, et ma douleur disparaît d'un coup, comme ça. J'en parle, j'ai encore les frissons. L'infirmière revient, j'ai dit, je dirais pas ça, on va appeler le psychiatre. Elle dit, comment ça va? Elle dit, vous amenez un petit Malox, je pense que ça va vous aider. Oui, c'était grave. Je l'ai pris, j'ai pas dit un mot, j'ai dormi. J'ai pu faire mes tests. En fin de compte, ce que j'avais, je faisais ce qu'on appelle j'avais une hernie qui s'était développée. L'intestin était étranglé là-dedans. Ils appellent ça... le nom ne me vient plus, là. C'est, en tout cas. Puis quand ils ont vu ça, ils m'ont opéré d'urgence. Puis j'ai pu faire tous mes tests. Ça avait mal, mais c'était correct. Là, ça passait. Puis eux s'attendaient, mon ventre était dur comme de la roche, s'attendaient à ce que j'aille saigner, même que les prises de sang révélaient que j'avais de l'anémie. Souvent, c'était un saignement en dedans. Quand il a ouvert, il n'y avait aucun saignement. Il a tiré sur l'intestin, puis il n'y avait aucune nécrose. Il dit, j'ai fermé tout ça, tout est beau. Puis après ça, je me suis réveillé, puis j'avais des petits trous, c'est tout là, c'était correct. Fait que j'ai compris que quand on lit bien la troisième étape, on se trouve quand on lit la troisième étape, c'est qu'on se confie aux soins de Dieu. Puis si tu lui demandes, c'est sûr qu'il va t'aider. Et depuis ce temps, quand je me fais mes méditations, j'essaie de se reproduire cette espèce de faisceau lumineux-là, puis je sens que ça fait du bien en dedans le matin. C'est fun. Ça, c'est tous mes matins. Et par la suite, là, c'était facile de faire ma 4e. Après, j'ai fait ma 5e, un peu tardivement, par exemple, mais j'ai fait ma 5e avec mon parrain, mon nouveau parrain, qui s'appelle Martin. Parce que Réal, il est un peu âgé, tout ça, fait que j'ai un nouveau parrain. Après la 5e qui a été faite, il est libéré de toutes les... quand on fait notre 4e, mais on met nos torts, ou les fois qu'on a été lésés nous-mêmes, quoi que ce soit. Puis un coup, tout ça s'est sorti. Ben, j'ai senti une certaine libération, et quand je méditais, le faisceau s'est élargi. Quand je médite, je le sens complet, c'est tout de suite que ça agit. Ça prend pas de temps. Et depuis ce temps-là, ça va quand même relativement bien. Là, si je fais de l'anxiété ou quoi que ce soit, j'ai juste à me reconnecter, puis ça passe.
Parce que la maladie est toujours là, pareil. C'est sûr. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Hein, puis c'est sûr que tu vas vivre des inquiétudes. C'est sûr que tu vas vivre des choses. Puis oui, puis l'ivresse mentale va apparaître. Il y a des journées que j'en ai 2-3 fois par jour, des ivresses mentales, mais je me ramène, puis tout ça. Puis c'est un travail de tous les instants. Et ça, jusqu'à la fin de ma vie. Mais je suis toujours reconnaissant. Puis, pour un Asperger, le plus beau cadeau que j'ai, moi, j'ai un ami là, qui m'accompagne. Puis, je me suis bâti une mini-maison. Je suis connecté sur sa maison. Puis, on se parle à tous les jours. Tous les jours, on se parle. Puis, avant, moi, t'es un Asperger qui a des amis. On sait qu'il y a une compétence sociale. Mais moi, le mode de vie m'a amené à développer plus d'empathie, de sentir l'autre. Si, admettons, quelqu'un va vivre quelque chose dans un métier où je vais voir, je vais le sentir avant, je n'avais pas accès à ça. Parce que nous, notre cerveau, c'est comme si on regarde les cerveaux des gens, sont tous sur Windows. S'il y avait des ordinateurs, nous autres, on est sur Linux. Il manque des applications. Il faut aller les chercher, ces applications-là. Fait que, il y a le fait aussi qui m'a aidé, le travail de service clientèle. J'avais pas le choix de me mettre puis de comprendre un peu de la psychologie de l'humain, de cette bébête-là qui est en face de moi. Pas toi, je pense. Mais avec le mode de vie, on dirait que ça a complété ça, de sentir l'autre, puis d'être capable d'échanger avec le regard. Parce que comme là, je parle, là, mes yeux sont pas là. Mais si j'ai de quoi à dire, je vais être capable d'utiliser mes yeux. Puis si le regard il est trop envahissant, c'est ça qu'on a, c'est une perception de même. Mais j'ai juste enlevé mes lunettes, puis c'est correct. Ça, c'est le petit truc que j'ai en passant. Fait que, grâce au vieillissement, ben s'il y a un regard, parce que nous, les sons sont un peu découpés, puis le regard des autres est comme, on se sent comme envahi, ben j'enlève mes lunettes, puis là, c'est moins envahissant, c'est correct. Avec les améliorations. C'est sûr que si vous me voyez, c'est très léger, mon syndrome, mais puis avec ça paraît plus, il faut que je le dise, là, mais si vous m'aviez connu, là, 20 ans, 30 ans, là, vous auriez su, ou enfant, vous auriez su que je n'étais pas vraiment comme les autres. Mais c'est pas grave. Regarde, c'est mon chemin, puis c'est correct. Finalement, le programme, il agit pour l'alcool, mais il agit pour autre chose. Dans ton cas aussi, c'est merveilleux. Oui. On va s'arrêter, puis on revient tout de suite après. Merci, Alain. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice en compagnie de notre invité Alain. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 ligne AA ou si vous préférez 1-866 544 6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi, via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. C'est écrit, on poursuit le partage ou on prend la boîte à questions. Bon, ben moi, j'ai choisi une question, je vais vous la lire. Parfait. La question que j'ai choisie, c'est le service d'AA, c'est-à-dire l'implication personnelle. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comme par exemple, d'avoir accepté de venir nous livrer ton partage aujourd'hui. Bien, ça m'apporte, premièrement, quand c'est de transmettre la deuxième étape, transmettre mon message. Et moi, j'ai un ancien parrain dans le groupe, d'un groupe que c'était mon groupe d'attache pendant 5-6 ans. Il est décédé maintenant aujourd'hui pendant la pandémie d'un cancer, mais lui, c'est ce qu'il disait, Dieu dit, je ferai de vous des serviteurs inutiles. Ah, c'est quoi ça? Il dit, à un moment donné, j'ai fait un partage, je l'avais trouvé mauvais. Puis là, un an ou quelques années plus tard, il y a un gars qui vient me voir puis il me dit, la fois que tu as partagé, là, ben, c'est à cause de ça que je suis resté. Il dit, tu m'as touché. Il dit, voyez, moi, j'avais trouvé que mon partage était mauvais. Mais il y avait quelque chose, c'est Dieu, à travers mon partage, qui a touché cette personne-là, puis il est resté. Fait qu'il n'y a pas de mauvais partage. Il y a que des partages qui nous parlent, d'autres non. Mais il parle toujours à quelqu'un pareil. Donc, c'est pour ça, c'est de laisser parler son cœur.
Puis c'est le message qui passe tout simplement là, à travers notre chemin de vie puis dans nos expériences de vie, ça le dit de toute façon. Et moi, ce que ça m'apporte de m'impliquer, c'est énorme. Moi, parce que j'étais quelqu'un, comme vous savez, j'ai parlé de ma condition. Normalement, l'Asperger, ça reste dans sa chambre, puis ça joue, c'est des cracks en informatique ou quoi que ce soit. Là, c'est, tout ce qui est cellulaire, c'est toujours qu'ils ont inventé d'ailleurs. Là, tout ce qui est Silicon Valley, il y a une grosse concentration là. Souvent, ils sont en sciences. D'ailleurs, j'étais dans les sciences avant, au niveau médical. Par contre, m'ont parlé à un autre être humain ou à des êtres humains, pour moi, jamais. Mais tranquillement, avec le temps, à force de faire des groupes, on partageait là, les petits partages, je pense, tout ça, commençait à partager, animer. Et maintenant, aujourd'hui, j'étais RSG de mon groupe et ensuite RDRA de mon district. Je suis maintenant RDA de mon district. Je fais des assemblées partout. Je fais des assemblées de district. Je suis au CMP, étant provenant du milieu médical, bien sûr. C'est ce qui m'a attiré là. Je suis capable de parler, d'interagir avec les gens. Moi, AA m'a apporté beaucoup. J'ai plus de compétences sociales. Je peux pas dire que je suis... Autrement, une joke que je fais, c'est... avant, j'étais épais à temps plein. Là, j'étais épais à temps partiel. Là, je la sors. C'est sûr que pas d'implication, pour moi, c'est sûr que je me rétablis plus. Les meetings, se rétablir, transmettre le message, la littérature, transmettre ça soit avec des parrains. Moi, j'ai un parrain, je peux accompagner quelqu'un. J'ai pas encore de filleul, j'en ai eu 2, mais j'ai fait ce que j'ai pu. La porte n'est pas fermée à avoir des filleuls. Néanmoins, maintenant, je fais de l'accompagnement jusqu'à temps qu'il se trouve un parrain, parce que je suis rendu à ma 6e étape. Puis je me dis, à un moment donné, que je vais avoir assez d'étapes, probablement que je vais être capable de parrainer. De toute façon, ça va venir de... Quand lui, en haut, va décider que là, t'es temps d'être parrain, ça va s'inviter tout seul. Fait que je cours pas après. Fait juste accueillir. Il faut être dans l'attrait, non pas dans la réclame, comme on dit. Exact. Donc, T'as pigé une deuxième question. Ça te tente-tu d'y répondre? Curieuse. Oui. Certaines personnes disent qu'Alcoolique Anonyme est une nouvelle dépendance et que c'est une béquille. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Bien, en tant que dépendant, si ça, c'est une dépendance, bien, c'est une sacrée bonne dépendance parce que cette dépendance-là m'amène plus loin. Bien, ça m'amène à me rétablir. Si j'ai à être dépendant de quelque chose, j'aime autant mieux être dépendant de l'Alcoolique Anonyme que de ce que j'étais dépendant avant. Mais je pense qu'avec le temps, on finit par trouver un équilibre là-dedans. Oui, bien, avec les années. Puis on se met à connaître des gens, puis on se refait une deuxième famille quand même. Là. Donc, moi, j'ai moi, je les appelle mes frères et mes sœurs. Là, Même j'ai des gens de ma famille qui sont dans j'ai une sœur, puis j'ai une nièce aussi, là, qui ont plusieurs années. Mais ça, c'est le fun aussi, là, quand tu as des membres de ta famille qui sont dans la même fraternité. Ils partent de Noël, ils sont plus pareils comme maman. Là. Non. On a du fun, on a du plaisir de se voir. Puis c'est drôle que le lendemain, ben, on est en forme, puis on mange les restants de Noël, puis on a encore du fun, puis on s'en va chez nous, puis on a passé un beau temps des fêtes. Avant, c'était pas ça. C'était le chicane, c'était... L'un s'est pété à la face. Le lendemain, la gueule de bois, puis bon. Tu te rappelles pas de ce que t'as fait? Non, c'est ça. Ben, à la fin, c'est ça. Je me rappelle plus. T'as fait bien des niaiseries. Ah, beaucoup, beaucoup. L'autre faisait beaucoup de niaiseries. L'autre qui a... Ouais. Le changement de personnalité, là. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Là. Exact. C'est ça. Ouais. Ça, je suis pas passé outre là-dessus, par exemple, mais en tout cas. L'équilibre est selon, tu sais, je te disais tantôt que moi, je suis beaucoup d'Alcoolique Anonyme, mais moi, mes enfants sont grands, je travaille plus, j'ai pas de responsabilité comme j'avais avant. Donc, maintenant, je peux me permettre d'être... Tu sais, c'est de l'équilibre pareil, même si je suis beaucoup dans l'Alcoolique Anonyme. Ben oui, mais si on est libre, là, d'être dans l'Alcoolique Anonyme, il n'y a personne qui nous retient, là. Tu sais, et j'ai déjà entendu quelqu'un dire, parce que des fois, il nous confond une secte, mais c'est facile de rentrer dans une secte, mais c'est difficile d'en sortir. Par contre, c'est pas évident de rentrer dans l'Alcoolique Anonyme puis mettre le mode de vie, mais c'est très facile d'en sortir si tu arrêtes d'en faire, par exemple. La maladie, elle va venir. Donc, tout le monde, il faut comprendre que tous les gens sont là, sont libres d'être là. Puis ils font le choix pour eux-mêmes d'être là parce qu'ils sont bien. Point. Exact. S'ils sont pas bien, ils sont pas là. C'est tout. Puis la différence entre une secte puis Alcoolique Anonyme, c'est que
dans une secte, on contrôle tes pensées, on dit quoi penser, on dit quoi dire, quoi faire, quoi pas faire. Alcoolique Anonyme, c'est libre. On te suggère des choses, mais c'est toi qui décides après si tu les fais ou pas. C'est là. ton libre arbitre, puis même la puissance supérieure, c'est tel que tu le conçois. Il n'y a pas personne ne va t'arriver avec la Bible ou d'autres choses. Là. C'est ta propre relation avec Dieu. Puis ça, t'appartient totalement. C'est pas à nous autres à gérer ça. Ouais, dans une secte, ils vont t'imposer un Dieu. T'imposes un Dieu qui est peut-être pas le... qui n'est pas, à mon avis, là. Les religions en particulier. Bon, on ne fera pas un débat là-dessus, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont croyants, puis c'est correct. Oui, tout à fait. Exact. On est libre. De ça. On est libre. On est libre. Mais c'est correct de croire à qu'est-ce qu'on veut. L'important, c'est de croire à quelque chose, puis ce à quoi on croit nous fait du bien. Oui, puis moi, ça a été mon cas. Fait que, tu veux-tu poser une autre question? Tu veux que j'en prenne une autre? T'es curieuse. Oui! OK. Les membres AA vivent la sobriété un jour à la fois. Comment appliques-tu ce principe dans ta vie de tous les jours? Bien, je fais ce que j'ai à faire. Je fais mes lectures, je fais ma méditation. Je fais 0. Moi, je fais une 10e, mais verbale avec mon meilleur ami le soir. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis là, tu peux faire mieux. Ben, moi, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça. L'écrire, je ne suis pas quelqu'un qui a assez de discipline là-dessus. Il y en a qu'il faut qu'ils l'écrivent, puis ils se relisent, puis tout ça. Mais moi, on l'a dit verbalement. On échange. Fait que c'est comme ça que je fais ma dîme. Puis là, oups, après l'addiction, je réalise certaines choses. Ils vont me faire voir des choses, ou moi, je vais lui faire voir des choses. Donc, c'est comme ça que je la fais. Ben, moi, je lui demande juste de m'accompagner avec ce qui va m'arriver. Au lieu de demander des choses, être dans la gratitude. Ça, c'est... si tu veux mettre une brosse mentale, si tu veux arrêter une ivresse mentale, là, les gratitudes, ça switch l'affaire. C'est comme, même si tu le boutes, là, tu t'empêches quelque chose, tu es parti sur une patente, là. Puis, là, tu penses, OK, je suis content. Aujourd'hui, regarde, mon frigo est plein, j'ai ma maison, j'ai des amis. Merci. Je suis en santé. Merci. Puis là, à force de dire merci, oups, ça switch. Puis, il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé. Il y a une hormone qui est sécrétée, puis ça change ton minding pour la journée. Puis souvent, je vais retourner parce que des fois, ça va bien aller, puis je vais prendre le volant, puis là, oups, là, les critiques commencent, puis hey, tu t'en vas où aller avec ça? Là? Non. Tranquille, on n'est pas pressé, ça va bien, ça roule, tout est beau, puis il est fou, c'est correct, regarde, ça y appartient, c'est plus moi, là, fait que ça va chez nous, fait que... Tu disais que ça fait 7 ans que tu fais Alcoolique Anonyme, le un jour à la fois. Parce que moi, au début, le un jour à la fois, c'était pour l'alcool. Mais avec le temps, c'est devenu, à un moment donné, ça a fait un jour à la fois pour d'autres choses. Mm-hmm. Puis là, aujourd'hui, maintenant, après vraiment plusieurs décennies d'abstinence, le un jour à la fois, là, c'est vraiment là, dans presque tout, là, presque tout. Ça en est fatigant pour les autres. Parce que des fois, quelqu'un va me demander, ben là, dans un mois, je regarde, je sais pas, je suis pas rendue là, un jour à la fois. C'est ça. Mais je suis capable de prendre des décisions plus loin, là, tu sais, j'ai des responsabilités comme d'aller propager la bonne nouvelle de la radio dans les groupes, mais dans les réunions de district. Fait que j'en ai une le 8 avril, je suis capable de la mettre à mon agenda, tu sais, je dis pas à ma coordonnatrice, ben un jour à la fois, je te le dirai plus tard. C'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, fait que un jour à la fois, il s'est allongé, je ne sais pas comment le dire, mais il s'est rajouté à plusieurs choses. Puis c'est bon. Moi, ça me fait énormément de bien de vivre un jour à la fois. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Alain. C'était vraiment agréable. J'ai apprécié ton message. Puis, je te remercie d'être venu nous partager ça. Je vais maintenant faire la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Alain, François au son, et vous, les auditeurs, surtout vous, parce que sans vous, il n'y a pas d'émission. Alors, ici votre animatrice Lynn qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.